Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser à la réalisation de la carte. Donc on va ouvrir la carte de développement, le fichier ISIS, sous ISIS, et on gardera aussi le fichier de routage. Donc on retrouve quoi? Donc au centre, on retrouve un 18F2550 avec CON 1 qui est le port USB qui permet de se connecter à l'ordinateur. On voit qu'on récupère l'alimentation 5 volts de l'ordinateur via le connecteur USB qui permet d'alimenter la carte. Vous voyez le USB 5, voilà, plus 5 volts, voilà, plus 5 volts. Donc il y aura un choix. Donc il faut mettre si vous voulez alimenter la carte, il faudra mettre le USB, le cavalier qui a sur J3, il faudra se mettre en position 5 volts vers USB 5 volts, c'est-à-dire le cavalier le plus proche de la connectique USB. C'est-à-dire que si on regarde le routage, il faut que la connexion se fasse entre 1 et 2. Donc le cavalier, vous devez te mettre entre 1 et 2. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Vous voyez, J3, donc entre 1 et 2, on retrouve les broches 1 et 2. Autrement, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette carte? On retrouve deux LED, donc D1 et D2. Alors au passage, D1 c'est la LED verte et D2 c'est la LED rouge. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a le connecteur J4. Donc J4 c'est le connecteur qui permet de connecter le PIC à PIC-Kit 2. Donc nous on le fera qu'une seule fois. Ça permettra de programmer le PIC, de lui mettre le bootloader, c'est-à-dire le petit programme qui permet de dialoguer avec le PC, parce qu'après la programmation se fera par le port USB. Donc cette carte vous la garderez et vous pourrez travailler à la maison avec, c'est-à-dire connecter votre petite carte sur le port USB et programmer le PIC. Donc on pourrait programmer le PIC uniquement qu'avec PIC-Kit 2, mais vous n'aurez pas PIC-Kit 2, le petit programmateur. Donc vous aurez simplement un port USB. Donc l'intérêt de cette carte, c'est de programmer au préalable avec un petit programme qu'on appelle le bootloader, charger le boot, c'est-à-dire le programme de dialogue avec le PC et la carte. Et après, vous chargerez le programme que vous aurez fait dans un environnement quelconque, le point .hex, vous le chargerez dans le PIC. Donc qu'est-ce que l'on retrouve autrement? Donc ça c'est le quartz qui oscille à 20 MHz. Donc c'est deux condensateurs de polarisation, C1 et C2. On retrouve C3, c'est un condensateur de découplage, comme C4. Les deux résistances ici, ça permet d'éviter des courants trop intenses quand on branche et on débranche le port USB. La résistance de 33 ohms, R1 et R2. Autrement, ça c'est les ports d'entrée-sortie, là aussi port d'entrée-sortie. Bon, on a le master clear, ça c'est le reset du programme pour réinitialiser le microcontrôleur. Ici vous avez un microcontrôleur, ça permet de le réinitialiser. Donc on voit que MRClear il est connecté ici. Donc on appuie sur le bouton reset, on met un niveau logique 0 sur le master clear et on active, on réinitialise le programme. Ça permet de se mettre à début du programme. Alors il faut bien voir que le début du programme, dans le PIC, vous avez un petit programme qui permet de dialoguer avec le PC, mais le programme que vous utilisez, c'est le programme que vous avez fait dans votre application. Donc par exemple le premier programme que l'on va faire, on va faire clignoter la LED RC7, tout simplement pour vérifier que tout marche bien. Alors qu'est-ce qu'on a autrement? Donc on a les deux boutons poussoirs, un bouton poussoir qui permet de réinitialiser le programme et un bouton poussoir boot et reset. Les deux ensemble vont permettre de se mettre en configuration pour dialoguer avec le PC. Donc on a une procédure entre reset et boot, une procédure d'appui, une séquence d'appui précise, une démarche pour que le PC se mette en dialogue avec le PIC par le port USB. On appelle ça le programme boot. C'est pour ça qu'on appelle ça le bootloader. On charge le programme qui permet de dialoguer entre le PIC et l'ordinateur. Ces connecteurs, c'est des connecteurs d'extension qui permettront de connecter votre application. Celui-ci J1 et J2. Ça, c'est le connecteur PIC-Kit 2 qui permet de programmer aussi le PIC.
hein, qui permettra de mettre le programme de boot, c'est-à-dire le programme de dialogue avec le PC. Ça, ça permet de choisir si on est en alimentation avec le port USB ou en alimentation externe, c'est-à-dire avec une autre alimentation. Donc on voit qu'externe, ça sera J5, hein, l'alimentation. Si on alimente, par exemple, si derrière on a une application qui tire beaucoup en courant, on ne pourra plus se mettre sur le port USB parce qu'il ne pourra pas délivrer le courant nécessaire, hein, dans les 100 milliampères. Si on tire plus de 100 milliampères, on risque d'écrouler la tension du port USB, quitte à faire même des dégâts. Donc à ce moment-là, on se met en alimentation externe et on fournit le courant par l'alimentation, une autre alimentation. Alors les deux LED là, ça nous permettra de se visualiser à quel moment le PC est en dialogue avec le PIC. Et puis surtout ça, voilà à quoi ça sert. Et puis en plus, nous on va l'utiliser pour vérifier que ça marche bien, qu'on programme bien, qu'on n'écrase pas le boot, que tout se passe bien. Voilà. Donc là, les deux connecteurs, hein, qui permettent l'extension. Donc voilà pour la présentation. Alors, si on passe à ARS, on retrouve quoi? Donc au centre, ici, on retrouve le PIC qu'on va programmer. Là, en X1, c'est le quartz avec les deux condensateurs C1 et C2 de polarisation. On va vérifier que c'est bien C1 et C2, que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est C1 et C2. Voilà. J5, alors qu'est-ce que c'est que J5? Si on regarde le J5, c'est ce qui permet de mettre une alimentation externe, c'est-à-dire du 5 volts. J5. J3, bah, ça permet de choisir si on prend donc si on est en position 1-2, on alimente la carte par l'ordinateur, par le port USB. Donc là, on a la connectique USB, ici, les deux résistances qui limitent le courant. Donc j'ai dit qu'en haut, la LED de rouge, c'est D2, la LED de verte, c'est D1. Là, on a les deux connecteurs qui vont pouvoir venir connecter notre application qu'on aura faite plus tard. On se connectera ici. J4, c'est PicKit 2. Alors, vous voyez que là, on n'a que 5 broches pour le PicKit 2. Donc, vous ferez bien attention. Hein, vous mettrez sur la borne 1, vous mettrez le petit triangle blanc du programmateur PicKit 2. Hein, on n'a que 5, c'est les 5 utiles, les autres ne sont pas utiles. C'est-à-dire la sixième broche ici, elle n'est pas utilisée. Alors on a le bouton Reset, hein, qui permet de réinitialiser le programme, et puis on a une séquence entre le bouton Boot et le bouton Reset pour mettre le PIC en dialogue avec l'ordinateur, hein, afin de charger le programme dans le boot. Voilà. Alors au niveau fabrication, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord il va falloir percer les trous, hein, bien percer tous les trous. Donc vous suivrez bien les diamètres de perçage, donc soit on perce en 0,8 mm, soit en 1 mm. Donc ici par exemple J2 et J1, ça sera en 1 mm. J3, J3 aussi, J4 aussi en 1 mm. Et puis bah, vous suivez tout le plan de perçage de la carte. Alors faites bien attention de bien les aligner. Là on mettra le PIC sur un support, comme ça s'il est grillé, parce que bon, ça arrive, hein, de faire des fausses manips. S'il est grillé, bah, vous pourrez le changer. Donc ça c'est une carte que vous garderez, hein, ça sera une carte d'application, c'est une carte minimum d'application pour faire du développement. Alors là vous aurez les composants CMS à souder, donc là on les soudera à la main avec un petit fer. Hein. C'est des 1206, donc ça se soude bien à la main, on fait bien attention. Autrement, on pourrait les souder au four, mais bon, là, à la main, ça se passe bien. Alors, bien sûr, avant de souder, il faudra au préalable, quand vous aurez percé, décaper la carte, c'est-à-dire ôter la couche photosensible qu'il y avait dessus, euh, qui n'a pas été ôtée, parce que comme ça, le circuit reste propre et ne s'oxyde pas tant qu'il n'est pas percé, et on décape avec un dissolvant pour ôter la couche photosensible, pour mettre le cuivre nu. Donc voilà pour la réalisation. Donc l'implantation soudée, bah, vous implantez les composants ici côté composants, les composants CMS côté cuivre. Alors il vaut mieux, je pense, d'abord mettre les composants CMS, c'est les plus délicats. Donc si on regarde les composants, qu'est-ce que l'on peut dire sur les composants CMS? Bon, ça c'est les résistances, alors faites attention, hein, vous avez des 10K, vous avez des 100 ohms, des 10K. Donc faites attention à la notation, hein, vous ne trompez pas.
là des 470 ohms, 470 ohms, 33 ohms, 33 ohms. Voilà, puis les condensateurs, donc vous avez des 22 picots. Alors inversez pas les 22 picots avec les 100 nanos, parce que ça risque de pas marcher. 22 picots, 470 nanos, 100 nanos. Inversez pas les LED, faites attention. Inversez pas, regardez bien sur le modèle, surtout que les LED, des petites LED de 3 mm, c'est pas forcément évident, il n'y a pas de méplat, donc vous demanderez au professeur, il vous expliquera comment on fait pour tester une LED pour la mettre dans le bon sens. Donc là simplement on peut dire que là vous avez la barre c'est la cathode, on voit la lettre K là si vous voulez K à l'envers. Là c'est la cathode, de l'autre côté c'est l'anode, donc le courant doit aller dans ce sens là. Donc la LED elle s'allume quand on a un niveau logique 1, c'est-à-dire qu'on a 5 volts ici, la LED est allumée. Si on a un niveau logique 0, c'est-à-dire 0 volts, là on a 0 volts d'un côté et 0 volts de l'autre, le courant ne peut pas circuler. Donc le courant, je rappelle, il circule du potentiel le plus élevé, c'est-à-dire de 5 volts, à la masse, 0 volts. Là c'est le potentiel masse. Quoi dire d'autre? Faire attention. Si ce connecteur-là d'alimentation, faites attention parce qu'il y a, il y a un petit ergot, ne pas le mettre à l'envers. Les boutons poussoirs, oui, pour les mettre dans le mauvais sens, bon, ça peut arriver. Si vous les mettez non là, je pense pas que vous pouvez les mettre dans le mauvais sens. Et puis faites attention de ne pas plier les pattes aussi du connecteur USB là, ça, au niveau connectique, c'est assez fragile, les pattes ne sont pas très très grosses. Par contre les bornes extérieures là, il ne faudra pas non plus oublier de les souder pour les rallier à la masse. Donc d'abord souder les composants CMS, c'est-à-dire tous ces composants là, les composants côté cuivre, voilà. Et après, donc généralement dans l'ordre, on soude tout ce qui est connectique, c'est-à-dire tout ce qui est un peu dur à souder, les supports. Après on soude normalement les boutons poussoirs et à la fin on soude les composants un peu plus sensibles, le quartz, voilà. Et puis après les LED. C'est-à-dire généralement on soude tout ce qui demande un beaucoup de chauffe, c'est-à-dire tout ce qui est connecteur, il faut que ça chauffe. Voilà, et après on soude les autres composants. Sauf là, on va d'abord souder les composants CMS en premier lieu. Donc voilà pour la fabrication. Donc bon courage et bonne chance pour le câblage de votre circuit. Quand vous aurez câblé tout, vous le montrerez à votre professeur pour voir qu'il n'y ait pas de problème de soudure. Alors aussi, avant de souder, ce qui est conseillé, c'est de vérifier toutes les pistes. Quand vous aurez décapé votre plaque, c'est de prendre un ohmmètre ou un testeur de continuité et puis de tester quelques continuités, regardez qu'il n'y a pas de courjus entre 3 et 4. Vous voyez, quand je fais un zoom qui n'est pas un courjus entre là et là, un courjus entre 6 et 7. Un courjus, c'est quoi? C'est un court-circuit, c'est-à-dire que là, il y a un peu de soudure et hop, ça conduit. Donc vérifier qu'il n'y a pas de piste de coupée. Voilà, on sonne les pistes, c'est-à-dire sonner, c'est que quand on se met entre 27 et 11, on entend bip, on entend un bip, donc c'est-à-dire que ça conduit bien. Par contre, quand on se met entre 2 et 3, ça ne doit pas biper, parce qu'autrement on a un courjus à cause de cette piste-là. Voilà, c'est un peu le test de continuité. Alors au niveau industriel, comment ça se passe? Les tests de continuité sont faits en automatique. Toutes les cartes sont testées à 100% lors de la fabrication. On a le plan, on a le schéma avec tous les nœuds et puis on a un lit de clous qui vient s'appuyer sur toute la connectique là, sur toutes les pistes et puis on teste tout pour voir s'il n'y a pas de problème soit de court-circuit ou de non-continuité, c'est-à-dire un fil qui est coupé. Donc voilà, donc bien tester avant de souder, parce qu'après c'est un peu la galère de dépanner s'il y a des problèmes de piste coupée ou des courts-circuits.